Donc, deuxième partie, l'approche commerciale, l'entretien client. Vous pouvez bien sûr poser toutes les questions au fur et à mesure, profitez-en. Réussir l'entretien de vente, les 10 étapes de l'entretien. L'entretien de vendre. Vendre, c'est persuader. Donc, exercer une influence sur une autre personne dans le but de l'amener en toute conscience à se décider en faveur de votre proposition parce que c'est la meilleure. Et même si l'offre va l'intéresser, le prospect, eh bien, il va s'éloigner. Il va s'éloigner, il va résister. Et tout ceci, c'est pourquoi? C'est essentiellement la peur du changement. Même, il faut vraiment qu'il soit insatisfait ou que vous soyez vraiment au top pour le persuader de passer d'un établissement à un autre. Et quelquefois, il prend des habitudes. Et voilà. Et donc, il va falloir modifier son comportement pour s'éloigner d'eux vers aller vers. Alors, moi, ma méthode, c'est la formation, la pédagogie en fait. Je fais grandir mes clients par la pédagogie, donc je passe par de l'information. Et c'est le client qui va décider de modifier lui-même. Je n'emploie plus les techniques traditionnelles de vente qu'on va voir. Mais méfiez-vous parce qu'en face de vous, vous avez plein de conseillers en gestion de patrimoine qui ne sont pas forcément diplômés, mais comme vous pensez que vous avez fait la meilleure école, vous avez raison, hein, et que vous êtes le meilleur, et vous avez raison aussi, eh bien, nous avons tendance à délaisser les méthodes notamment de conclusion. Et on se dit, bah non, puisqu'on a été tellement bon que le client, bah, il va prendre ma proposition. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il va se faire influencer par une autre personne qui maîtrisera mieux l'entretien de vente que vous. Donc persuader, c'est agir sur les attitudes mentales du client qui en a conscience. Et on va éviter de convaincre. Vous voyez, dans le mot convaincre, il y a vaincre. Moi, j'établis des partenariats avec mes clients. Le conseiller impose sa façon de voir quand il veut convaincre. Oui, vous allez voir, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou alors, il y en a qui utilisent la manipulation. Notamment la technique de la fausse alternative. C'est quoi la technique de la fausse alternative? C'est cher client, entre la solution pourrie 1 et la solution pourrie aussi, mais moins pourrie 2, laquelle choisissez-vous? Et ça marche. Ça marche. Les réseaux de vente, de gestion de patrimoine, qui ne demandent pas nécessairement un master, hein, les compagnies d'assurance, vous voyez, où les personnes sont rémunérées à la commission, essentiellement, ils ont un variable, ils sont formés uniquement aux méthodes de vente. Et les méthodes de vente durent, hein. Oui, mais ça fait quand même des milliards de collectes, hein. Donc c'est eux qui gagnent. Et la compétence n'est pas forcément, je m'en rends compte, je sais bien, regardez, j'ai pratiquement pas de clients en formation, là, je plaisante, parce que quand je fais mes formations patrimoniales, ici c'est une formation qui est plutôt cool, mais les autres, je sors 400 diapositives en une journée de formation. Là, je vais faire une formation sur l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, il va falloir que je fasse le tri, parce que sur 2 jours, j'ai 1200 diapositives. Qui maintenant veut avaler ça? Plus personne, sauf ceux qui veulent aller dans la compétence. Mais de moins en moins, les personnes veulent aller vers la compétence, parce qu'il faut vendre. Bon, mais je suis conforme à ce que je suis. Donc, comme pour moi, mes valeurs, c'est la compétence, eh bien, je ne vais pas m'amuser à faire autre chose, c'est pourquoi je suis fait. Donc, il faut toujours être en conformité avec ses propres valeurs. Et donc, les attitudes mentales, refuser l'offre vers adopter l'offre, et chez moi, ça va essentiellement passer par l'information.
Quand j'ai fait uniquement de la prospection, c'est pareil, hein, je jouais essentiellement sur l'information. Pour moi, c'est faire grandir la personne. Donc, je l'informe des possibilités, et bien souvent, on lui dit, tiens, on ne m'a jamais dit. Vous voyez, hier, quand vous m'avez demandé sur la donation-partage, tout le monde pense que c'est la donation-partage. Bon, j'explique que la donation-partage, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Or, notamment la donation au dernier vivant aussi. Pour moi, je fais sauter la plupart des donations au dernier vivant. Ou je les adapte. Parce que vous verrez que la donation au dernier vivant offre 3 options. La totalité en usufruit, l'horreur, un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit, ou la quotité disponible ordinaire. Oui, mais quand il y a des conflits sur le patrimoine, vous savez, la règle, c'est le tirage au sort. Mais personne ne se pose la question. Tout le monde dit oui pour protéger le conjoint à la donation au dernier vivant. Je l'ai fait pratiquement toutes sauter. Et parce que, et le client, il écarquille les yeux, après il me croit ou il ne me croit pas, mais en général il me croit maintenant, et il se dit mais on ne me l'a jamais dit. On ne me l'a jamais dit. On ne me l'a jamais dit. C'est tout le discours de mes prospects, on ne me l'a jamais dit. Donc voilà, pour moi l'outil principal de transformation, c'est l'information. Vendre, c'est être accepté, communiquer et inciter à l'action. Inciter à l'action. Vous êtes le meilleur conseiller, souvenez-vous, hein, vous avez vu votre personnalité, vous avez fait les meilleures études, vous travaillez pour la meilleure société, mais pour rendre service à votre prospect, il a tout intérêt à devenir votre client. Vous êtes sûr qu'il sera mieux servi avec vous. Eh bien, il va falloir employer des méthodes de conclusion. Et la plupart des commerciaux ont peur de conclure, même les bons. Conclure, hein, c'est amener les capitaux hein, chez vous, hein, si vous vendez des gestions. Et tant que le cash n'est pas arrivé sur le compte du client, ce n'est pas un client, quoi. Il va falloir adopter des méthodes de conclusion en disant que, bah oui, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure société, vous avez fait le meilleur diplôme, donc voilà, c'est un devoir que j'ai à faire venir le client chez moi. Et plus vous aimerez votre offre, plus le client va l'aimer. Donc enthousiasme, psychologie, compétence, méthode, persévérance. Communiquer, comprendre et être compris, comprendre l'autre, observer. On va non pas le singer, mais se calquer sur son énergie, être compris, choisir ses mots, ses attitudes au bon moment. Les 10 étapes de l'entretien. Alors, je propose 10 étapes de l'entretien. Il peut y en avoir d'autres. La plupart du temps, il y en a beaucoup moins. Mais je vais vous écouter pour savoir pour vous quelles sont les 10 étapes d'un entretien sans, bien sûr, spontanément, sans forcément regarder la doc. Je vous écoute. Connaître le client ? Oui, faire une fiche sur lui, réunir le maximum d'informations sur lui pour pouvoir anticiper l'entretien. Oui. Alors, c'est quoi comme information ? Je dirais sa profession, sa rémunération, si on peut en tout cas les membres de sa famille, je ne sais pas si on a déjà ces informations, mais tout ce qui pourrait nous intéresser dans un bilan patrimonial. Oui, eh bien alors j'interviens tout de suite, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça, pourquoi ? Alors, si vous faites ça, si vous recueillez le maximum d'informations, tout votre entretien va faire une enquête policière, je force le trait, hein, et vous allez passer à côté de l'essentiel. Alors, je sais qu'il y a une obligation légale de recueillir ces informations-là. Moi, ma pratique, c'est de demander uniquement l'information au regard de ses priorités de vie. Et je récolterai, si nécessaire, les autres informations après. Mais je vais prendre uniquement les informations qui vont m'aider à résoudre sa priorité de vie. Et c'est tout. Je prends un exemple. S'il me dit que c'est la transmission, moi, sa rémunération, j'en ai rien à faire. Et alors, pour tout vous dire, alors,
Vous avez vu, moi j'aime bien les compétences et j'aime bien le travail en transversal. Mais par exemple, le chef d'entreprise, je ne sais pas si certains d'entre vous vont s'intéresser au chef d'entreprise. J'ai entendu, je remercie d'ailleurs Abhijay qui m'a envoyé un mail que je n'ai pas pu avoir hier, qui s'intéresse au chef d'entreprise. Mais l'idée c'est que le chef d'entreprise, j'en ai pas un seul. En 30 ans de pratique, j'en ai pas un seul qui m'ait parlé de la problématique de sa retraite. Sinon, je me serais mis aussi à acquérir les connaissances sur la retraite. Donc, moi, la rémunération, ça n'existe pas. Je ne l'ai pas. Alors, je connais un peu les bases, hein, entre l'arbitrage, dividendes, rémunération, tout ça, mais je ne vais poser. Donc, pour moi, les deux questions, vous avez vu hier mes deux questions. Quelles sont vos priorités de vie? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Je vais creuser tout ça. Toutes ces questions-là, et ensuite, je saurai quelles questions du patrimoine il va falloir, relatives à son patrimoine, il va falloir que je demande. C'est tout. Sinon, si vous demandez toutes les informations, vous en avez pour 2 heures, et vous êtes passé à côté de l'essentiel. À mon avis. Voilà. Alors, les membres de sa famille, oui, ça toujours. Toujours. Hein? On va se mettre dans la peau où c'est un prospect. Je ne connais pas. Donc, ça, ouais. Ça, c'est fondamental. Pour moi. Pourquoi? Parce que c'est fondamental, parce que je vise la protection. L'argent est destructeur de l'harmonie familiale. Plus vous allez avoir des patrimoines, vous allez rencontrer des patrimoines élevés, plus le risque est grand qu'il y ait un éclatement des familles. Donc, je vais organiser toute la gouvernance. Gouvernance de l'entreprise, mais gouvernance familiale. Et la gouvernance, c'est quoi? C'est les pouvoirs. Je vais régir les pouvoirs au sein non seulement de la famille, mais au sein de l'entreprise. Pour le chef d'entreprise, les pouvoirs, c'est fondamental. Donc, information maximum, non, pour moi. Les informations uniquement dédiées à l'objectif prioritaire du client. C'est pour ça que moi, je commence, alors, mon plan, c'est tout de suite les objectifs. Déceler, détecter les objectifs du client, et le plus souvent, il ne sait pas. Il ne sait pas. J'ai plein de chefs d'entreprise, je dis, tiens, quelles sont vos priorités de vie, ou si vous préférez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Qu'est-ce que j'entends après? Silence radio. Ah! Comme elle est intéressante, votre question. Vous vous rendez compte? Dépêchez-vous, hein, parce que, de leur poser, parce que tout de suite, je fais la différence avec ça. Parce que le chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon tous les jours. Donc, il sait marcher, il marche comme ça, et moi, mon rôle, c'est, oui, marcher, mais pour aller où? Donc, je fais monter l'étage, voilà, et puis je fais voir l'horizon. Quel horizon il veut? Et le plus souvent, bah, ouais, il a le nez dans le guidon. Mais pour aller où? Donc, quels objectifs? Ça va? Autre information, mais les informations, oui, hein, ça c'est sûr. Hein. Connaître le client, oui, bien sûr. Quoi d'autre? Pour moi, il y a l'étape de la présentation. Oui. Se présenter soi, mais aussi notre plan en offre. Oui, présentation. Alors, présentation, tout à fait. Alors moi, je fais très court, la présentation. J'ai vu, quand j'étais chez Mescart, des personnes, oui, Mescart, tatati, tatata. Non. Alors, évidemment, si je suis à la BNP, je ne vais pas présenter la BNP. Hein. Donc, si je travaille dans un cabinet en CGP, oui. Mais attention, très très court. Très très court. N'étalez pas vos points forts. Parce que vous ne savez pas si les points forts que vous pensez être ont de l'importance pour votre prospect. Henri Royal, bonjour Henri Royal, Royal Formation. Royal Formation, c'est 2 activités, la formation auprès des professionnels hein, et le conseil auprès du chef d'entreprise. Je suis ravi de vous rencontrer.
quelles sont vos priorités dans la vie, ou si vous préférez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme. Terminé. Et s'il me pose des questions sur Royal Formation, je dis de quelles informations vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que, vous savez, moi, Royal Formation, je pourrais vous en parler des jours. Je suis passionné par ce que je fais. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, je sais bien que souvent, il veut dire, mais c'est quoi votre titre? Moi, je suis sans filet. Hein. Je me repose uniquement sur mes connaissances et mes compétences et sur ma personne. Pour moi, le titre, là, à un moment donné, je me posais la question, tiens, est-ce que je vais me mettre avocat? Non, pourquoi? Alors, j'ai hésité pendant quelques temps, mais je me suis dit non, je ne vais pas faire avocat. Pourquoi? Parce que je rentre dans une caste avec un ordre qui va m'imposer des choses et qui va me priver de ma liberté. Donc moi, je suis rien du tout. Voilà, je suis ce que je suis. Bon. Puis j'ai suffisamment de clients, je refuse. Donc ça va très bien. Hein. Donc, vous voyez, la présentation, oui, il faut se présenter, mais très très court. Tout de suite, venir à vos deux questions. Une question S, une question N, globale, une question S, détail. Ça va? Mais je prends. Hein. Donc, information. Alors, l'information, je vais le transformer en écoute. Parce que je pose des questions, et voilà, l'écoute active. Et c'est la principale phase de 10 étapes. Enfin, toutes sont importantes, mais l'écoute est une phase particulièrement importante, évidemment. Et la présentation, oui, bien sûr. Quoi d'autre? Des remarques, hein, sinon, pour ma réponse? On est là pour échanger, hein. Donc, allez-y. Puis vous savez, moi, quand on me rentre dedans, j'adore. Non, parce que ça me fait grandir. Si on n'est pas d'accord. Ouais. Quoi d'autre? Comme étape de l'entretien. C'est qu'il est venu rechercher le prospect. Alors, on suppose que le prospect, vous l'avez... oui, alors, préparation. On suppose que vous faites déjà l'entretien, il est déjà au bureau ou vous allez chez lui. Hein. Après, alors, j'ai pas prévu ici comment chercher des prospects et obtenir des rendez-vous dans cette version-là. Hein. J'ai enlevé, par exemple, la prise de rendez-vous téléphonique. Mais je pourrais en dire deux mots. C'est ça que vous posez comme question? En partie, oui. Pardon? En partie. C'est quoi l'autre partie? Sur les objectifs pour lesquels il était venu à votre rencontre, par exemple. Oui. Moi, c'est que dans la présentation, il le fait en même temps. C'est-à-dire? La présentation qu'il fait de lui-même, quand vous échangez, quand vous suggériez les deux premières questions, quels sont vos objectifs à court moyen terme, il peut, à ce moment-là, présenter ses objectifs ah oui, oui. en termes de patrimoine. Oui, oui. Ah, mais pour moi, c'est la première étape. Alors, c'est une des premières étapes de l'entretien. Rappelez-vous, il ne peut pas y avoir de gestion de patrimoine s'il n'y a pas d'objectif. Sinon, je veux dire, tiens, investissez dans les crypto-monnaies. Hein. Et alors? Pour lui, les crypto-monnaies, il n'en veut pas. Sur LinkedIn, là, j'ai une personne qui me contacte des États-Unis, qui me dit voilà, monsieur Royal, tenez, j'ai une bonne affaire pour vous, investissez dans les crypto-monnaies. Je dis non, merci. Et elle revient à la charge, elle me dit mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas? Alors c'est une bonne question, hein, mais bon, je ne réponds pas. Moi, je suis un INTJ, je dis stop, j'ai coupé la relation, puis je ne veux pas entendre parler. Mais vous voyez, elle rentre, je vais fermer la porte, ben, elle rentre par la fenêtre. C'est bien, il faut oser. Il va falloir le faire de temps en temps. Hein. Mais oui, les objectifs, toujours les objectifs. Quoi d'autre?
je pense qu'à partir du moment où on a, entre guillemets, les informations, on peut établir une proposition. Oui, proposition. Alors, oui, et on va voir que, en fait, on va conduire l'entretien, il y aura 2 entretiens. Et la proposition viendra en début du 2e entretien. Sauf si on vend des produits très simples. À ce moment-là, on peut faire la proposition au même entretien. Mais en termes de gestion de patrimoine, il va falloir que je réfléchisse quand même. Donc, ça sera au 2e entretien. Proposition. Merci. Quoi d'autre? Est-ce qu'avant même l'entretien, on a une petite idée quand même de la proposition qu'on lui fera ou pas? Non. Ah non, enfin moi non. Moi non, hein. J'ai aucun a priori. Je ne sais pas où je vais. Tant que j'ai pas d'informations, j'ai vraiment aucune idée. Je suis complètement ouvert. Mais si vous êtes un expérimentateur qu'on a vu, vous avez le sigle MPTI SP, vous pouvez déjà vous avoir un a priori. Moi non. Parce qu'un expérimentateur, il sait vendre. Il va vendre il est excellent pour vendre des produits. Et si la personne ne se convient pas, bon, il dit non, mais il en repassera d'autres et puis il va enlever des affaires. Hein. Donc, moi, j'ai rien. Et d'ailleurs, bien souvent, le client, il me propose, ben, je vais vous envoyer tel document. Je dis non, vous m'envoyez rien du tout. Vous m'envoyez rien du tout parce que ces informations-là vont polluer mon écoute. Parce que si je reçois des informations préalablement et que je les lis, je vais en tirer des conclusions, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Donc, je veux rien. Et pourtant, ils veulent tous m'envoyer des docs avant. Hein. Je dis non, rien. Sans filet. Oui. J'avais une information. Imaginons que nous mettons dans le rôle d'un banquier développeur, qu'on veut chasser un entrepreneur qui va faire un cash-out où l'information est connue sur les sites spécialisés comme CF News. Nous allons, en tant que banquier, nous préparons l'intervention et on est d'accord que la partie, elle est vraiment, on se présente, on présente ce que nous pouvons faire pour la personne, ce que la banque effectue pour le client. Et par la suite, en fonction des informations que nous avons, nous proposons des solutions. Cash-out, par exemple. Oui. Parce que vous avez identifié dans les petits journaux, par exemple, qu'il y a une vente d'entreprise, ou je ne sais quoi. Exactement. Ok. Mais ça reste l'introspection, c'est-à-dire qu'il y a un travail en amont qui est effectué, et lors de la présentation, il faut bien montrer au client ce que nous pouvons faire pour lui, et toutes les branches de nos activités. Non. Bah si. Oui, c'est vous qui le dites, moi je dis non. Mais vous avez peut-être raison. Hein, dans la pratique, c'est comme ça. Comment? Dans la pratique, c'est comme ça, parce que les chefs d'entreprise, généralement, ils n'ont pas assez de temps. Et les décisionnaires, ce sont généralement... Oui, mais vous venez avec votre catalogue. Les informations, généralement, les solutions, elles sont proposées. Et par la suite, on fixe un entretien. Oui. Je vous écoute. C'est-à-dire? Non, je vous ai coupé donc la parole. Donc je vous écoute jusqu'au bout. Qu'on arrive, généralement, nous avons les informations et on est... Qu'est-ce que vous avez comme information? Généralement, le montant de la session d'entreprise qui va être effectuée, de la session de part qui va être effectuée. Oui. Ça nous vend. Généralement, ces types de clientèle, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'avoir un accompagnement de la banque qui va les accompagner dans la session. Ouais. Et par la suite, on récupère la clientèle privée, où généralement, une partie des activités professionnelles. Oui. Qu'est-ce qui fait votre différence avec d'autres? Le service, la réactivité. C'est quoi la réactivité? D'être la banque qui va se présenter le premier au bureau du client et pouvoir l'accompagner, faire la différence entre le côté professionnel et le côté humain. Alors, pour moi, vous arrivez trop tard. Parce que vous êtes en concurrence sur 10 établissements au niveau des sessions de part. Parce que vous n'êtes pas le seul à lire les journaux ou les informations. Oui. Donc tout le monde est là. La différence va se faire sur la présentation et la proposition des différentes solutions. Pour moi, la différence, c'est l'écoute. C'est votre capacité d'écoute. Parce que qu'est-ce qui différencie la BNP du Crédit Lyonnais? Personnel.
Pardon? La qualité du service? La qualité du service? C'est quoi? C'est qui est le meilleur? La BNP ou le Crédit Lyonnais? Je ne pourrais vous dire, ça dépend de l'humain, des personnes qui sont derrière. Voilà, bah oui, mais le client, il n'a pas cette perception-là, parce que le chef d'entreprise, il est hyper sollicité au moment de la session d'entreprise. Moi, j'ai plein de personnes, d'investisseurs, qui vendent des placements, hein, qui me sollicitent, M. Royal, ce serait bien qu'on passe un partenariat. Parce que moi, je suis bien en amont de la session. D'ailleurs, quand il y a la session, c'est trop tard. Alors, si vous vendez... C'est quoi votre métier? C'est des ventes des produits de placement? Des produits de trésorerie? C'est quoi? Non, le métier dans ce cas, ça va être accompagner le client dans la session de ses parts, tout simplement. Oui. Bah, le marché est très concurrentiel, hein. Vous faites de la gestion de patrimoine global ou bien vous vendez simplement des placements? Gestion privée. Gestion Développeur, privée. Ouais. Eh ben, il faut arriver en amont. Il faut pas attendre la session départ. C'est trop tard. Comment vous allez vous distinguer? Si vous arrivez au moment de la session départ, c'est que vous allez dire, tiens, moi j'ai un hyper... Vous arrivez dans la vente de produits. Vous arrivez dans la vente de produits. Oui, mais aujourd'hui, c'est un autre marché. Il y a un marché des sessions un marché qui est spécialisé pour ça, pour accompagner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Oui, ben moi, si vous intéressez à ce marché-là, j'interviendrai en amont. Je n'attendrai pas qu'ils fassent de la session d'entreprise. Parce qu'une fois, tout le monde se dit, je vais m'intéresser aux chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent en fait à la session, quand il y a des liquidités. Mais, alors, vous allez faire des affaires, hein, mais vous voyez bien que le client, il a déjà établi auprès de ses banques. Donc, vous arrivez en prospection, en nouveau. Le client, il n'aime pas forcément changer. Tout le monde va lui proposer l'apport-cession. C'est ce que, sans doute, vous allez proposer. C'est ce que tout le monde fait. Ah, ne vendez pas, faites un apport, et puis après, vous ferez la cession en apport-cession avec un report d'imposition. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des banques traditionnelles qui ne le font pas, qui n'accompagnent pas des clients vers ce type d'opération. Ah bah maintenant, de plus en plus. Maintenant, de détail. Comment? Ils ne le font pas. Ah oui, d'accord. Ils ne le font pas. Oui, oui. Bah oui, mais vous voyez bien que votre marché, il est vachement étroit, parce que le jour, ils vont... Dépêchez-vous de faire des affaires, hein, parce que maintenant, l'apport-cession, tout le monde le fait, hein, et tout le monde va y venir. Même l'avocat, c'est pas besoin d'être un banquier pour le faire. Moi, je fais des apports-cessions. Tout le monde, même si les banques ne le font pas, tous les conseils vont le faire. L'expert comptable, c'est systématique. C'est systématique chez l'expert comptable. L'expert comptable, c'est l'un de vos concurrents. Hein. L'expert comptable apporte un financement. La question se jouera sur le financement. Oui, mais il va prendre l'opération en œuvre et le financement, il va travailler auprès de la banque qu'il aura lui choisi. Elle est donc léguée, alors que là, c'est plus avantageux d'avoir une personne qui est décisionnaire. Oui, oui. Enfin, alors, la question, soit je vends l'apport-cession, et donc vous faites bien votre métier, soit je veux développer la clientèle du chef d'entreprise et vous arrivez trop tard. Voilà mon sentiment. Vous arrivez trop tard parce que la concurrence est très vive. Et il suffit qu'il me rencontre pour que je vous fasse sauter votre opération. Assez facilement. Hein. C'est quoi votre métier? C'est vous intéresser à placer des produits ou bien à développer une clientèle de chef d'entreprise? C'est quoi votre objectif en tant que développeur? L'objectif, c'est de récupérer la clientèle et ses activités, toute sa famille, toute la branche. Une fois oui. Eh bien, oui. L'activité, et généralement, ils viennent chez nous, ils ramènent toute la branche et il y a une entrée du M qui se fait. Oui, oui. Bah, si vous réussissez, continuez comme ça. Mais je pense que, sincèrement, il faut arriver en amont. Oui, mais vous oubliez qu'aujourd'hui, ces types de clients sont assez multibancarisés. Lorsqu'on part au départ
imaginons l'entreprise, quelqu'un qui développe une entreprise, qui veut développer son activité, Oui, et crée son entreprise, imaginons chez BNP ou LCL. oui, Il faut se dire qu'il y a un certain nombre de montants sur lesquels ces banques traditionnelles ne peuvent pas accompagner la clientèle. oui, Par la suite, les clients, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils se tournent vers soit des banques d'affaires ou des banques privées d'accord, qui sont un peu plus à même à les accompagner. d'accord, Généralement, le changement s'opère là. C'est un fait, c'est un D'accord. marché aujourd'hui où il est concurrentiel, parce qu'en France, les banques, les réelles banques privées quand des développeurs, il en existe peu. d'accord, ok. Et donc, Généralement, c'est qu'on arrive à récupérer la clientèle et à développer par la suite non seulement la branche, le côté pro, et à récupérer aussi la relation clientèle privée. d'accord. Et donc, vous arrivez... Généralement, les deux se font, hein. Le banquier privé récupère l'enveloppe pro. D'accord. Et donc, vous commencez vos entretiens comment? Bah, on se renseigne, on fait un travail de recherche et par la suite on demande un rendez-vous au niveau de la secrétaire, on y va et on se présente et généralement lorsque le client accepte, c'est qu'il y a un réel sujet. Et ça, le sujet, nous le connaissons déjà. Oui, d'accord. Il y a une opération qui va être effectuée. Oui. Donc, ici, on n'est plus enfin, on est dans la vente de produits, pratiquement. Parce que vous avez... Pardon? Parce qu'on ne fait pas de l'humain, on fait pas de l'humain. Tout est une question de vente de produits. Oui, oui, c'est une vente de produits. La finalité est de vendre un produit. Ah ben, je sais pas. Il y a, alors, oui, 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 oui. La finalité est de vendre un produit, mais entre, voilà, au niveau de la concurrence, si qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et un autre? C'est peut-être la qualité des produits, mais il n'a jamais goûté aux produits. C'est la vente de produits. Mais il y a des façons autres que de vendre du produit. C'est-à-dire que je vends, vous voyez, si j'arrive en amont, à la rigueur, quand vous vendez un produit, vous n'avez pas de nécessité pour passer à la phase écoute. Parce que vous allez présenter tout de suite vos services. Non, ne mélangeons pas tout. N'oubliez pas que lorsque nous présentons nos services, Oui. et par la suite, on écoute le client. On pose des questions à savoir s'il connaît ses objectifs et ses projets. D'accord. Bon, ben, C'est pas dans l'entretien. d'accord. Donc, Aujourd'hui, l'accent il est mis sur. C'est une vente de produit. Lorsque je dis une vente de produit, c'est quoi? Faire connaître ce que l'on est à même de faire, d'accompagner le client. Lorsqu'on le fait, c'est déjà une vente de produit, une vente de service. vente de service. C'est pas pareil. Un vente de service, c'est pour moi, c'est pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, je vends aucun produit. Lorsque vous me dites je veux protéger ma famille, qu'est-ce qu'on vous propose? Soit un démembrement, comme vous dites, ou alors une assurance vie, ça reste un produit. Ce sont des produits que par la suite on va proposer. Ah, bah, oui, d'accord. Je ne considère pas ça comme un produit. Moi, je prends ça un produit de placement, hein, par exemple. Hein. Mais pour moi, c'est du juridique, c'est des solutions juridiques, c'est pas un produit. C'est de l'organisation juridique du patrimoine. Pour moi, c'est pas un produit. Chiffré, ces données sont chiffrées et nous avons des comptes à rendre. C'est ce qui fait le métier. Oui. Mais vous savez, moi, chez Mascard, je vendais des gestions, hein, je vendais des produits. Hein. Mais je vendais des produits, mais avec ma démarche. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Et ma rémunération était basée sur ma capacité à vendre. J'étais le meilleur vendeur de produits. Mais je ne venais pas présenter Mascard dans les meilleurs, voici nos gestions. Non. Je partais, comme je vous le dis là, tiens, c'est quoi vos priorités dans la vie? Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Simplement, avec le chef d'entreprise, il va falloir être beaucoup plus direct parce que vous l'avez souligné, lui, son temps est compté. Donc, j'avais une démarche spécifique pour le chef d'entreprise. Je lui demandais 3 informations et je n'attendais pas qu'il ait la session. J'allais directement avant le chef d'entreprise, avant qu'il vende, parce que tout le monde lit les petites affiches et tout le monde va aller chef d'entreprise et prendre des rendez-vous téléphoniques. Hein. Non, moi j'y allais avant. Et je faisais ma démarche, tiens, quelles sont vos priorités dans la vie, ou si vous préférez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme. Et j'ai demandé parce que souvent en prospection, il dit j'ai un quart d'heure à vous accorder.
On va le voir tout à l'heure. Un quart d'heure, vous accordez. Vous savez ce que je fais? J'avais une montre bracelet. Pourquoi? Parce que je n'allais pas la défaire comme ça. Je défaisais ma montre bracelet et j'ai dit 10 minutes. On y va. Et 2 minutes avant les 10 minutes, je dis, ah, il nous reste 2 minutes. Que choisissez-vous? On reporte l'entretien ou on continue? Et très souvent, il dit, on continue. Parce quoi? Pourquoi? Parce que je lui posais 4 questions en tout. 4 questions. Sa famille, son régime matrimonial, la valeur de son entreprise, si je ne l'ai pas eu avant d'ailleurs, parce que j'ai pu me renseigner pour savoir la valeur de son entreprise, et c'est tout. Et j'ai dit, voilà. Et maintenant, je le sais par cœur. Je n'avais plus besoin d'avoir mon petit calculette d'Excel. Je dis, écoutez, moi, je suis susceptible de vous procurer tant de millions d'économies. Est-ce que ça vous intéresse? Évidemment que ça vous intéresse. Et le moment de la session, bah, j'étais là. Parce que je viens en amont avant les opérations de session. Et si je peux lui faire économiser, je prends l'entreprise qui vaut 6 millions d'euros, vous voyez, je tape pas haut, hein, 3 enfants mariés en régime de communauté, s'il vend et s'il meurt, imposition 2,5 millions sur 6 millions. J'arrive avant, avec moi, 100 000 euros. Je fais économiser 2,4 millions en amont. 1. J'ai plus de concurrents. Et vous arrivez trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, mais là, c'est vraiment là, vous avez une vision idéale de la chose. Mais pas idéal. Je dis que le marché concurrentiel, vous Oui, pouvez oui. dans une historique et le marché très concurrentiel. Oui. Mais il est concurrentiel parce que vous arrivez au moment de la session. Mais vous savez, il y a plus de 20 ans que je m'occupe des chefs d'entreprise. Tout le monde lisait les petites affiches. Ah, il y a une session. Tout le monde y va. Et vous êtes des bons d'avoir eu le rendez-vous. Hein. Déjà. Mais tout le monde arrive. Moi, je faisais pas ça. Moi, je les petites affiches, c'est pas ça. Je faisais appel de rendez-vous téléphonique, mais bien avant la session. Bien avant la session. Et vous avez des techniques que vous allez apprendre maintenant à l'ESCP, justement, pour arriver en amont. Parce qu'il vous manque peut-être aujourd'hui la technique. Mais ça vous intéresse que je vous dise ce que je fais, moi? Par exemple, une des solutions. Hein. J'y vais ou pas? Allez-y. Mais on rentre dans le technique. Hein. Bon. Ça intéresse tout le monde, oui ou non? Oui. Bon. Parce que, regardez ce qui se passe. Le client, il vend son entreprise. En termes fiscaux, hein. Mais attention, hein, ici je suis dans l'abus de droit, hein, quand je vous parle comme ça. Parce que j'axe mon raisonnement sur la fiscalité. Il faut bien aller en amont hein, sur la famille, comment ça se passe, les nombres d'enfants, et tatati tatata. Donc l'arbre généalogique, pour moi, il est fondamental chez le chef d'entreprise. Mais j'y vais banco, tout de suite, le chef d'entreprise, j'y allais, voilà, moi je suis capable de vous faire économiser tant de millions d'euros. Est-ce que ça vous intéresse? Ici, en l'occurrence, 6 millions, 2,5 millions d'économies, 2,4 millions d'économies. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Donc les 10 minutes, là, au bout de 8 minutes, il reste 2 minutes, qu'est-ce que vous choisissez? On continue? Vous voyez, c'était une fausse alternative. Si je fais économiser 2,4 millions sur les 6 millions, bien sûr qu'il est intéressé de savoir. Mais je n'ai pas lui donné la solution maintenant. Moi, je vous la donne maintenant. S'il vend et s'il meurt, parce que nul n'est immortel, on a IPV, impôt sur la plus-value, et après, on a les DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, droit de succession, droit de donation. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Je vends IPV, je meurs DMTG. En général, il vaut mieux payer un impôt que deux, non? Donc, moi, ce que je fais, j'utilise le pacte du trail systématiquement. Il faut être fou pour ne pas faire un pacte du trail pour le chef d'entreprise. Et la plupart des professionnels ont peur du pacte du trail parce que c'est compliqué.
C'est très compliqué, j'ai mis plus de 1000 diapos sur le pacte du trail. Mais moi, je vais vous faire un cours sur le pacte du trail, ici, en 20 secondes. Tout le monde sait ce que c'est que le pacte du trail? Non. Le pacte du trail, c'est applicable aux entreprises opérationnelles, voire aux holdings, si, mais en tous les cas, en dessous, il y a une société opérationnelle, chef d'entreprise. Eh bien, imaginons que l'entreprise vale 100. Si je donne l'entreprise ou si je meurs, la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, donation, succession, elle est de 100. Si je signe un pacte du trail sur l'entreprise, c'est là où il faut arriver. Parce qu'il y en a plein de chefs d'entreprise qui n'ont pas fait le pacte du trail. Donc je vous invite à venir en amont. Pourquoi? Parce que la base taxable au droit de mutation à titre gratuit est de 25 au lieu de 100. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que j'arrive à 2,5 millions d'économies sur 6 millions. C'est péché de ne pas faire un pacte du trail. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Ou il y en a plein qui l'ont signé mais qui n'ont pas donné. Mais moi, je fais donner et je fais garder. Parce que le chef d'entreprise, il ne veut pas donner. Mais avec moi, il veut donner. Tout le monde veut donner avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je donne, vous donnez, mais vous gardez tout. Vous gardez tous les pouvoirs. Vous gardez la jouissance. Vous gardez le droit financier, le droit aux dividendes. Donc il a compris qu'avec moi, les 2,4 millions d'économies, il va les prendre, ça c'est sûr. Il n'était pas prêt à donner, mais là il va commencer à réfléchir pour donner le plus vite possible, mais en organisant le patrimoine de telle sorte qu'il va le garder. Donc ici, si sur 6 millions de valeur d'entreprise, j'ai à peu près 1,4 million d'impôts sur la plus-value, puis le solde, on arrive à 2,5 millions, 1 million à peu près sur de droits de mutation, j'arrive à 2,5 millions d'imposition. Et avec moi, il arrive à 100 000 euros. Cher client, que choisissez-vous? 2,5 millions ou 100 000? Donc, c'est là où et après, le jour où il va vendre son entreprise, il viendra chez moi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Les autres, ils sont complètement écartés. Hein. Parce que j'aurai le cash, là. Avec le conseil que j'ai donné, les 2,5 millions, au moins l'économie, plus la valeur de l'entreprise, ce sera moi qui l'aurai. Hein. Ça, c'est certain. D'ailleurs, il est regrettable que je ne fasse pas de la gestion je ne fais pas de produits de placement, parce que là, je serais très très riche. Mais ça ne m'intéresse pas, intellectuellement. Mais sinon, je serais très riche, je serais rentier. Et donc, les droits de mutation sont calculés sur 25. Donc, si j'ai 3 enfants mariés en régime de communauté légale et l'entreprise vaut 6 millions, c'est 95 000 de droits de mutation à titre gratuit de donation. Et la donation efface la plus-value. Donc, non seulement je donne, quand je fais l'opération inverse, non pas vente, mais donation, je fais donation, puis vente. Et je garde. Et j'arrive à 95 000 euros. Et j'ai du cash. Et le chef d'entreprise a du cash pour profiter de la vie. J'ai pas de concurrent. Et la plupart des clients, tous les clients qui viennent m'appellent, qui disent je vends mon entreprise, qu'est-ce que je fais, tatati tatata. Donc moi je ne fais pas un import-cession. Je fais l'inverse de ce que tout le monde fait. Mais, parce que tout le monde fait des apports-cessions. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'en ai un récemment, l'apport-cession, bonjour. Voilà. Il me dit, mais c'est du vol, ce qu'il voulait. Bon, bref. Vous voyez, voilà. Et si j'arrive ici, j'ai plus de concurrents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, si je m'intéresse au chef d'entreprise, j'irai d'abord m'intéresser à la transmission. Et personne ne va la donner, sauf avec moi. Parce que donner, c'est mourir. Mais avec moi, donner et garder, c'est plus mourir. Et je rends le client immortel. Est-ce que on est dans la technique, hein, mais vous voyez, même, je viendrai en amont. Si je m'intéresse au chef d'entreprise, je viendrai en amont. Je n'attendrai pas qu'il vende son entreprise. La concurrence est trop forte à ce moment-là. Et tout le monde va proposer de la possession.
Alors, allez voir les vidéos sur YouTube. J'ai dû traiter l'apport session. Je dis que c'est de la daube. Pas toujours, hein. Pas toujours. Vous pouvez Oui. parler un peu moins de l'apport session pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est comme moi. Vous allez le voir, l'apport session, je pense. Juste histoire de faire un parallèle avec ce D'accord. qu'on puisse au moins comparer. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, je tire à boulet rouge sur l'apport session dans la plupart des cas, sauf pour le jeune chef d'entreprise qui veut réinvestir des liquidités. L'apport session, ça intéresse tout le monde, l'apport session ou pas? Oui, bien sûr. Mais vous allez voir tout ça, hein, normalement, hein, dans la technique. Hein. Donc j'ai une entreprise, je vois que mon cours sur l'efficacité relationnelle n'a plus de succès et que vous êtes tous sur la technique. Méfiez-vous, hein, quand même. Hein. Parce que si j'aborde les choses comme ça, je suis en plein dans l'abus de droit. Parce que je suis dans le fiscal. Méfiez-vous de ça. Hein. Je vous aurais prévenu. Donc j'ai une entreprise, évidemment, si je la vends, ben, j'ai le PFU ou l'abattement éventuellement renforcé de 80. On va dire, j'ai 30%, pour simplifier, vous verrez la technique après, il ne faut pas que je vais faire simple. Si je vends l'entreprise, j'ai 30% d'impôt sur la plus-value. Non. Et, cher client, j'ai une bonne idée pour vous pour ne pas payer d'impôt. Ah oui, c'est quoi? Ben, c'est l'apport cession. Donc, vous apportez votre entreprise à une holding. Et un apport est une mutation à titre onéreux. Hein, on distingue les mutations à titre gratuit, donation, succession, et les mutations à titre onéreux, vente, apport, échange. Il s'agit d'un apport d'une société à l'IS à une autre société à l'IS. Eh bien, dans ces cas-là, la plus-value est placée en report d'imposition. C'est-à-dire qu'on ne sort pas le cash, les 30 ici. Elle est en report d'imposition. Elle y sera imposée à un événement ultérieur. Donc le client dit j'économise 30%, mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, oui, il risque d'économiser, il va économiser 30%, mais regardez à la sortie et regardez au moment de la transmission ce qui va se passer. Il va être piégé. La plupart du temps, il sera piégé. Il apporte en report d'imposition. Donc ici, on a une holding qui détient l'opérationnel. Et ensuite, c'est non pas lui qui vend la société opérationnelle, mais c'est la holding qui vend la société opérationnelle. Et si la holding vend la société opérationnelle, la plus-value, elle est de 0. Elle vient d'être vendue, elle vient d'être acquise par la holding. Mais on a des contraintes. Il faut que la holding réinvestisse plus de 60% des liquidités dans du capital risque. Et les banques ont créé plein de produits de capital risque pour ça. Parce qu'il peut réinvestir aussi dans des sociétés opérationnelles. Mais imaginez qu'il voulait vendre et partir à la retraite. C'est une hérésie, ça. Hein, parce que la plus-value est en report, donc il va falloir qu'il réinvestisse 60% des liquidités dans le capital risque. C'est une très belle affaire pour la banque, hein, mais regardez à la sortie ce qui va se passer. Il doit conserver le capital risque pendant 10 ans. 10 ans, allez savoir, il voulait un complément d'argent pour sa retraite. Et vous lui dites d'investir dans le capital risque. Et il a 70 ans. Donc dans 80 ans, le capital risque, il sera devenu quoi? Et il voulait profiter de la vie. Profiter de la vie, les 60%, il ne peut pas y toucher. Sinon, il remet en cause tout le report d'imposition. Ça saute. Là, je ne fais pas ça. Sauf exception. Je ne fais jamais ça. J'ai des choses meilleures à faire. Voilà. Et si j'arrive en amont, j'ai fait le pacte du trail. Parce que la plus-value est en report d'imposition. Donc, à un moment donné, il faudra qu'il paye. Et s'il vend ici, à un moment donné, pour sortir des liquidités, il sera à l'IS. Et comment sortir des liquidités? Il faut sortir à 30%. Donc, vous voyez que les 30%, il va se les payer, non? Il va se les manger, non? Qu'est-ce que vous entendez par ALIS? Pardon, la société est à l'impôt sur les sociétés. Pardon, voilà. Hein, le report d'imposition n'est applicable que si la société apportée est à l'impôt société et la holding est à l'impôt société. Et dans l'impôt société, quand vous distribuez un dividende ici
la société opérationnelle, elle verse un dividende à la holding avec le bénéfice du régime Murphy, mais là, je ne peux pas faire un cours là-dessus, hein. Mais quand le dividende est versé à une personne physique, c'est du 30%. Donc le 30%, vous l'avez là, hein. Donc il eût mieux fallu vendre l'entreprise. Mais si j'ai du capital risque à vendre, je vais proposer ça pour le client. Mais est-ce que c'est la meilleure solution pour le client? Moi, je vais tout péter, hein. Oups, j'ai rien dit. Donc, plutôt que de se retrouver là avec une concurrence où tout le monde vend de la possession, qui est une vente de produits, moi je vais là. Et je vais écouter la personne sur ses objectifs, sa priorité, sa famille. Est-ce qu'il y a un enfant repreneur? Est-ce qu'il n'y a pas d'enfant repreneur? Ils sont trop petits, on va donner quand même. On fait un Dutreil. J'accompagne le chef d'entreprise pendant 6 ans, puisque en contrepartie de l'avantage du Dutreil, il y a l'obligation de conserver les titres pendant 6 ans. 6 ans, c'est court, 6 ans. Mais s'il veut vendre maintenant, c'est trop tard. Oups, j'ai oublié de faire un pack Dutreil. J'en veux à mon conseiller parce qu'il ne m'a pas conseillé un Dutreil. Donc déjà, vous arrivez tard. Et tout de suite, tout le monde se rue sur le chef d'entreprise. Et maintenant, tout le monde veut s'intéresser au chef d'entreprise. J'ai plein d'avocats, fiscalistes, qui me demandent des cours particuliers parce que maintenant, c'est la mode, hein. Maintenant, là oui, il faut chercher, il y a de plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine. Maintenant, tout le monde s'intéresse au chef d'entreprise, comme par hasard, avec des opérations d'apportation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, hein, mais vous ferez bien plus d'affaires si vous venez en amont avec du Dutreil, c'est sûr. Et déjà, vous avez ferré le client et il n'y aura plus de concurrence. Vous êtes sûr de l'avoir au bout des 6 ans. J'ai répondu ? Oui, c'était très clair. Merci beaucoup. Mais vous, monsieur, vous recommandez du coup de faire un FBO jamais. Mais vous voyez, c'est encore des dogmes à la con, ça. Family buyout. Je ne fais pas. Je ne fais jamais de family buyout. J'en ai jamais fait. À un moment donné, alors le family... Vous m'agacez, hein. Vous préférez que je vous parle technique ou je continue sur l'entretien commercial? je fais ce que vous... Enfin, je peux faire ce que vous voulez, hein, aussi, hein, mais attention, parce que tout le monde n'a pas le niveau de connaissance, hein. Quand vous parlez family buyout, comme vous venez de commencer... En vrai, ça va si on répond encore à quelques questions, mais si on pouvait rester sur le sujet... Sur lequel sujet? Entretien commercial? Sur oui, c'est ça. Oui, ok. Parce que je pense que les... Oui. Pas nous... Oui. Là, donc ça... Oui. Allez voir les vidéos. J'ai sur YouTube. Le family buyout, j'en parle et je tire à boulet rouge dessus. Et juste pour terminer, à un moment donné, moi, ce à quoi je vous invite, c'est écouter et n'avoir aucun a priori. Je n'ai rien à vendre, j'ai aucun produit à vendre. Moi, je vends que du bonheur. C'est ça qui m'intéresse dans la vie. Évidemment, vous êtes, mais je suis un INTJ. Si vous êtes un expérimentateur et que vous voulez vendre des produits, continuez à faire comme vous faites. Ne prenez pas ma méthode, elle va vous abîmer. Mais moi, j'arrive les mains dans les... Enfin, voilà, mes écoutilles, la phase d'écoute. Et je pose des questions que jamais on lui a posées. J'ai plus de concurrents, rien que le fait de lui avoir posé des questions que jamais... Sauf ceux qui me disent, non, moi, c'est la fiscalité. Voilà. Et si c'est la fiscalité, il y a très peu, hein, très peu de clients pour qui... Parce qu'ils disent la fiscalité parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et donc, le coût de la fiscalité, le client, je lui faire des économies fiscales, oui, mais ne partez pas là-dessus. Parce que non seulement vous placez dans l'abus de droit, mais derrière, vous allez trouver des solutions produits. Le family buyout, la possession, et puis vous ne vous distinguez pas de la concurrence. Moi, j'ai peu de concurrents. Souvenez-vous, la grande différence entre les personnes qui ont fait un master en gestion de patrimoine, il n'y en a pas. Le client, il n'y a pas de meilleures... Oui, il y a des formations qui sont plus solides que d'autres, on va dire ça comme ça. J'enseigne dans 5 masters en gestion de patrimoine. Hein. Donc je sais qu'il y a eu des niveaux... Mais maintenant, les niveaux, ils montent partout, quoi. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'enseigne dans les 5 masters. Non, je plaisante. Donc, ce n'est pas ça qui fera la différence. La différence, souvenez-vous-en, c'est vous. Tel que vous êtes. Et vous êtes bien. Donc, voilà. Et plus vous serez ce que vous êtes, plus vous le ferez savoir. Plus...
Et moins vous rentrerez dans un costume dans lequel on veut vous enfermer. Soyez libre, soyez vous-même. Et plus vous allez vous-même, vous allez attirer les personnes. C'est de l'humain. C'est pas la technique. Voilà. Et vraiment, je le pense. Ah. Et c'est du vécu, quoi. Et ça, j'ai rien à vendre. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de ne pas vendre de produits. Pourquoi ? Quand je me suis installé, quand j'étais viré de chez Mescard, je pouvais m'installer chez les congrégations religieuses. Elles me confiaient déjà 300 millions d'euros à l'installation. J'étais rentier. Mais je pensais que j'avais fait le tour intellectuellement. Je suis un intellectuel, moi. Voilà. Donc j'allais m'ennuyer. Donc j'ai fait de la formation. J'ai créé la société de formation, et puis les experts comptables, tout ça, surtout les experts comptables, ils me disaient, mais Monsieur Royal, c'est bien votre truc, mais comment on fait ? Et c'est pour ça qu'après, je me suis installé comme conseiller juridique et fiscal, mais d'abord juridique. Et j'avais tout de suite ouvert ma société de gestion de portefeuille. C'est bon. Merci, désolé, toutes mes excuses. Donc, vous voyez, voilà, je pars et je me centre sur le client. Ne parlez pas technique. Vous parlerez technique au moment de la proposition, au moment du deuxième entretien. Mais le client, quelquefois, il dit « Ouais, mais qui est en face de moi ?» Ne faites pas les gros bras. Soyez humble. Intéressez-vous sincèrement à la personne. Et vous savez, il suffit d'un regard. Et pour que la personne, elle sait déjà que vous vous intéressez à elle, sincèrement. Et non pas à son pognon. Parce que tout le monde s'intéresse à son pognon. Et il sent que moi, je m'intéresse, d'ailleurs, de par la nature des questions que je lui pose. Et il me regarde tout de suite, il écarquille les yeux, et souvent, il me dit, c'est la première fois qu'on me pose la question. Mais pour moi, elles sont fondamentales. D'ailleurs, quand je vais faire l'arbre généalogique, donc mon plan, il est le suivant. 1, des priorités dans la vie. Personne ne fait ça. 2, sa situation matrimoniale. 3, son arbre généalogique. Après, son patrimoine. Éventuellement, ensuite, ses revenus. S'il y a une problématique retraite, s'il n'y a pas de problématique retraite, je ne pose pas ces questions sur les revenus. Parce que sinon, je passe 2 heures, déjà 2 heures comme ça au premier entretien. Voilà. Troisième phase, une fois que j'ai écouté, je remercie. Oh, merci de votre confiance de m'avoir communiqué toutes ces informations-là. Et là, résumé analyse. Si je vous comprends bien, votre situation, alors je ne veux pas dire votre patrimoine, il est 10 millions d'euros, non. Si je vous comprends bien, votre situation est la suivante, vous voulez ça en priorité, vous vous posez telle question. Si je vous apporte des solutions qui vous permettent de protéger votre petite fille Amélie dans les meilleures conditions de sécurité, parce que c'est un traditionnaliste. Si je dis sécurité pour un expérimentateur, ça ne va pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il est important d'identifier la personnalité. Je vais poser la question en fonction de ce qu'il est, de ses attentes et de ses valeurs. Et si je vous apporte les solutions qui vous permettent est-ce que vous êtes prêt à devenir client ? Je prends une pré-signature. Un pré-engagement. Parce que si c'est un traditionnaliste, même un idéaliste, les NF, ou un concepteur, les NT, il va dire oui, si vous m'apportez des solutions, évidemment, je suis prêt, moi, à accepter de devenir client, bien sûr. Et j'ai remarqué, moi je tenais à chaque fois des statistiques sur mon taux de réussite et les améliorations que j'apportais. Eh bien, rien que cette phrase-là de pré-signature m'avait fait un bond dans le taux de transformation prospect-client. Voilà, c'est un pré-engagement. Après, voilà. Et après, je remercie et je reprends un rendez-vous pour le deuxième entretien. Je vais au bureau, je fais ma proposition, je la rédige. Alors, la règle d'or, ne jamais envoyer de proposition. Jamais. Tant que vous n'êtes pas payé. Moi, je peux le faire si je suis payé. Mais je me fais encore prendre le coup, je dis, ah oui, dans le feu de l'action, j'envoie la proposition, et après, tiens, il ne veut plus me payer, quoi. Bon, ça arrive de moins en moins maintenant, parce que j'ai un honoraire, là, qui va tomber, je pense qu'il faut que je regarde mon compte, mais 50 000 € quand même. Donc, si je lui avais donné tous les statuts, tous mes actes, tout ça, il m'aurait dit merci, celui-là. Parce qu'il a du mal à payer. Pacte du travail, vous voyez, la totale, quoi.
Et après, donc, je prends un deuxième rendez-vous. Et là, le deuxième rendez-vous, ben, je vais faire ma proposition. Proposition, argumentation, traitement des objections, prix, conclusion, décompression. Et prise de recommandation si c'est déjà un client. Mais je ne fais pas de proposition au premier entretien. Sauf si je vends des produits, évidemment. Mais je vais ne pas faire de proposition au premier entretien. Sauf si je vends des produits. Simplement, si je suis jeune, comme vous, et que le client va se dire, tiens, ah, vous êtes bien jeune, ou il va avoir des doutes sur votre compétence. Ne parlez pas technique, simplement. Moi, je fais plus maintenant, parce que maintenant tout le monde sait que ça va au niveau des compétences. Hein. On me dit, Monsieur Réal, vous êtes le plus compétent que j'ai jamais rencontré. Bon, moi je dis, j'entends, hein, mais j'y crois pas, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que je vais faire montrer mes compétences uniquement à la fin du premier entretien. Voilà comment je me prenais. Oui, donc, je vais réfléchir tout. Oui, donc pour vous, en effet, alors peut-être qu'un quasi-usufruit avec un double démembrement de propriété couplé à une holding pour faire une opération d'apport-cession, j'employais des mots que le client, il avait peut-être entendu, mais il ne comprenait pas. Et je baragouinais comme ça. Hein. Et il me dit, quoi, pardon? Oh, excusez-moi, je commençais à réfléchir sur les solutions qui conviendraient à vous apporter. Et puis là, il quasi du fruit, il dit, oh, celui-là, c'est bon, il connaît son métier, quoi. C'est là uniquement où si j'avais une nécessité, hein, parce que j'étais jeune, quand j'avais une nécessité de le faire, ben c'est ça, comment je m'y prenais, mais très, très rapidement. Parce que si vous commencez à dire quasi du fruit, ah oui, et alors 587, oui, mais est-ce que les choses qu'on s'obtient par le premier usage, alors est-ce que les contrats de capi sont des choses qu'on s'obtient par le premier usage? Il y connaît, la technique. Il va vous enfermer dans la technique. Et vous aurez perdu l'objectif. Jamais parler technique au premier entretien. Et ne jamais envoyer de proposition, tant que vous n'êtes pas payé. Parce que sinon, il va le faire avec son meilleur ami. Voilà. J'ai jamais fait d'affaires en envoyant des propositions. Jamais. Une clientèle internationale, ben, faut regarder. Il n'y a pas d'autre moyen que d'envoyer des propositions, mais faites attention. Si c'est un client, ça va, il est chez vous, mais en prospect, jamais fait d'affaires en envoyant des propositions. Jamais. Et si la personne me dit, ben écoutez, je reviens en France, ça arrivait, hein, dans 3 mois, je dis, ben dans 3 mois, ben on se voit dans 3 mois. Ah, mais envoyez-moi une proposition, comme ça j'aurai le temps d'y réfléchir. Hors de question. À moins que vous travailliez pour la Croix-Rouge. Si vous dites, je suis une association caritative, allez-y, envoyez votre proposition. Il ne le fera pas chez vous. À moins que vous ayez des liens particuliers, mais ça, jamais fait. Voilà. L'argumentation, c'est je vais proposer et je vais tout de suite argumenter en fonction des objectifs du client. Si je n'ai pas d'objectif, je ne peux pas argumenter. Hein. Sinon, je vais dire, bah, c'est une assurance vie, ça va protéger votre conjoint. Vous ne savez même pas qu'il y a un conjoint ou qu'il est en train de divorcer. Eh bien, votre argumentation, tiens. Donc, ça suppose une bonne connaissance de la famille et des relations. D'ailleurs, quand je vais faire l'arbre généalogique ou l'arbre de vie, et je me pose la question, arbre de vie ou arbre généalogique, c'est quoi vous préférez comme terme? Si c'est un arbre de vie, c'est un idéaliste. Hein. Un idéaliste, je sais comment le traiter. Et si c'est un arbre généalogique, c'est un traditionnaliste. Donc, mon discours ne va pas être le même. Un traditionnaliste, il va vouloir objectif, moyen, résultat. Un idéaliste, il voudra de la chair humaine. Ah, je vais en donner, moi, de la chair humaine. Vivant. Ah. Traitement des objections, comme la personne a peur de changer, elle va le plus... À un moment donné, j'étais tellement bon en prospection que j'avais plus d'objections. Et j'avais même plus la phase prix. Et par honnêteté intellectuelle, j'ai dit non, Henri, il faut que tu reviennes au prix, parce que d'ailleurs, on était les plus chers du marché à l'époque, Mescart, hein, sur les gestions. Hein. Mais c'est pas grave, on vendait des produits les plus chers du marché. Oui, mais si je vendais le produit, tiens, vos frais de gestion, c'est 2%, vous rigolez ou quoi? Chez l'autre, c'est 0,5%. J'avais plus d'éléments distinctifs, mais quand je pars... Mais quand ma gestion, c'est pour protéger sa chérie bibi,
voyez bien que la qualité du service, il savait que j'allais lui offrir, que je m'intéressais vraiment à sa personne, à sa famille, et que j'allais tout faire pour les rendre heureux. Mais si je vendais des gestions à 2% et que l'autre était à 0,5, c'est mort. C'est mort. D'ailleurs, dans les opérations d'apport-cession, à un moment donné, même les opérations ou de cession temporaire d'usufruit, vous voyez, des choses comme ça, c'était facturé 200 000 € l'opération. Maintenant, c'est facturé 20 000 € l'opération. Parce que la concurrence. Donc, dans les opérations d'apport-cession, quand tout le monde le fera, bah, la concurrence. Donc, esprit de service. Comment traiter les objections? Donc, on verra comment répondre aux différentes objections. C'est trop cher. Par exemple, l'objection, c'est trop cher. Il y en a qui vous disent, mais cher par rapport à quoi? À un moment donné, je prospectais le directeur général de la Redoute. La Redoute, à l'époque, hein, la vente par correspondance, une technique de vente, il connaissait. Hein. Et au lieu de répondre le coût classique, cher par rapport à quoi, moi, je faisais un truc qu'il n'avait jamais entendu, il a éclaté de rire, parce que c'était un pro de la vente. Je dis, cher. L'étonnement et le silence. Et il a explosé de rire, il a dit ça, on ne l'a jamais fait celle-là. Voilà. Vous voyez, osez, amusez-vous. Plus vous vous amuserez, plus les clients s'amusera, plus il vous confiera les affaires. Sincèrement. Il faut se dégager de tout ça. Il faut prendre de la hauteur, par rapport à la technique. Vous la maîtriserez, la technique. Ça vous fait transpirer, c'est sûr. Mais votre efficacité, elle est là, elle est chez vous. L'annonce du prix, alors la règle d'or, ne jamais rompre le silence, sauf jamais de silence après le prix. Tout de suite, après le prix, je vais rappeler l'avantage de ma proposition. Tout de suite. Sinon, je vais me ramasser tous les coups, c'est trop cher. Donc le prix, je le rends, qui pourrait paraître lourd au client, je le rends très très léger. Pourquoi? Parce que je vais appuyer sur les motivations du client. Et les motivations du client, je lui ai rappelé, c'est les objectifs qu'il m'a formulés au premier entretien. Et je vais lui servir exactement les mots auxquels il m'a répondu. Vous vous souvenez, ce n'est pas la protection du conjoint, c'est la protection de chéri bibi. Pas pareil. Des donations, la composition, ouais, voilà, le patrimoine, sa composition. Oui, je vais y aller, mais seulement là. Non. Et le patrimoine professionnel. Comment il est structuré. Et je pose très peu de questions. Dans le patrimoine professionnel, ce qui m'intéresse, c'est la composition du capital. Où est le cash? Où est le cash? Le cash, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est comment financer ses projets. Donc, où est le cash? Ou comment réaliser du cash dans les meilleures conditions. Donc voilà, hein, mes grilles. Et quelquefois, j'envoie mes grilles au départ. Je dis, voilà, je vais vous poser des questions. Essayez de remplir ce que vous pouvez. Ce que vous ne souhaitez pas. Préoccupation. Centre d'intérêt. Centre d'intérêt, pourquoi? Parce que s'il vend l'entreprise, il va faire quoi après? Vous pensez qu'il va pêcher à la ligne? Un chef d'entreprise? Fort peu probable. C'est quoi son plan B? Et bien souvent, il se dit, bah, on ne m'a jamais posé la question. Je commençais mon travail chez Mescar, j'accompagne un chef d'entreprise et je pose une question qu'il ne faut jamais poser. Mais j'ai posé, je ne savais pas à l'époque. Et après, je me suis dit, Henri, il ne faut pas poser cette question-là. Votre retraite, vous la voyez comment? On n'était pas encore au bureau, hein. On était dans le couloir. Et il s'arrête et il me dit, bah, c'est amusant parce que c'est la première fois qu'on me pose la question. Et je lui ai dit, demi-tour. Comment ça, demi-tour? Bah oui, si vous ne savez pas quoi faire, donc vous n'avez pas de projet, donc moi, je ne peux pas vous aider. Parce que pour faire de la gestion de patrimoine, il faut des objectifs. Vous n'avez pas dehors. C'est mon côté direct et provocateur. Hein, mais c'est mon style. Et je suis ce que je suis. Et je vais donner, on le verra rapidement, les 100 objectifs qu'on peut se donner aux différents âges de la vie. Et je dis, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Bien, vous allez, avec votre conjoint, me donner vos 3 priorités dans la vie parmi ces différents objectifs. Et on se revoit dans 15 jours. Et ils sont revenus, monsieur, madame, main dans la main. Et ils m'ont dit, on ouvre le compte, où, comment? J'ai dit, mais attendez, on n'a pas parlé. Oui, mais on a réfléchi, on veut être avec vous.
Tout simplement parce que cette question-là, on ne l'a jamais posée. Vous voyez, je viens éclairer la vie des personnes sur des sujets sur lesquels ils n'avaient jamais pensé. J'ouvre les opportunités. Et tous les clients, c'est ça. Hein. C'est leur faire entrevoir de nouvelles possibilités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Quand ils veulent transmettre, ils disent « Moi, je veux transmettre égalitairement à tous mes enfants. » Tu parles l'égalité, tiens. Quand vous creusez un peu, c'est des inégalités inégales. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, je ne fais pas de jugement. Je prends un exemple. Là, il y avait un chef d'entreprise qui est venu avec son fils, et voilà. Donc, je fais toujours l'arbre généalogique, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est très puissant. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun logiciel qui le fait. Donc, voilà, je regarde si oui, ça marche. Donc ici, je fais, voilà, monsieur, donc, veuf, et puis un ici, et voilà, un ici. Vous allez, pardon. Monsieur, si vous écrivez au tableau, on ne voit pas. Oui, ça y est, voilà. Oups, c'est bon là? Et il me dit, voilà, il est venu avec un de ses enfants. Et la préoccupation, c'était la transmission. Pas que du trail, évidemment, hein. J'ai un site, il n'est plus à jour, hein, puisque le Pack du Trail a changé. J'ai fait un site Pack du Trail. Et il est venu par le site. Bon, et puis par les vidéos YouTube. Hein, tout le monde me vient par les vidéos YouTube. Et là, le gars, tout de suite, lui, ISTJ, donc un traditionnaliste, on va dire un SJ traditionnaliste. Et ici, un ENTP. Donc, un concepteur. Et après, je dis, tiens, et lui alors, on me dit, oh là là, lui, il n'a pas vocation. Je veux transmettre égalitairement mon entreprise à mes 2 enfants. Et puis, très vite, ici, toujours humble, hein. Moi j'ai jamais je suis, là, ça n'existe pas chez moi. Toujours à l'écoute, simple, voilà, et à l'écoute. Et lui, c'est un expérimentateur. Alors, vous voyez mes connaissances ici, c'est un expérimentateur parce qu'il me dit, oui, lui, il rend service. Alors, l'entreprise, c'est les moteurs de yacht, les moteurs pour voilà, les gros bateaux, tout ça. Hein. Et donc, il fabrique et il entretient les moteurs de yacht. Et lui, c'est un pompier, c'est le dépanneur qui arrive à se déplacer même le samedi et le dimanche pour dépanner ses clients, pour réparer les moteurs. Et je l'ai identifié tout de suite en expérimentateur. Et quand il me dit « je veux transmettre la même chose à mes enfants », j'ai dit « oui, mais lui, attention parce qu'il va vous faire péter la carte bleue ». Et paf, il me dit « mais qu'est-ce que vous me dites ?» Et il m'a dit « mais qui vous êtes vous ?» Parce que ça fait 15 jours que je laissais la carte bleue de l'entreprise et il fait tout péter tous les compteurs. Et il m'a dit « mais il pensait que j'étais un devin ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est parce que je maîtrise tout simplement le MBTI, hein, c'est tout. Hein. » Je dis, vous ne pouvez pas faire, vous allez transmettre, ce que je vous propose, c'est que vous allez transmettre égalitairement en capital, mais les pouvoirs, vous allez les organiser de telle sorte qu'après vous, ce soit lui qui l'est. Il me dit, ah oui, ça oui. Voilà. Mais vous allez respecter l'égalité en capital et en dividende, parce que lui, il veut rouler en Ferrari rouge. Donc, et il le fait en Ferrari rouge. C'est pour ça qu'il fait péter la carte bleue. Donc, on lui retire la carte bleue. Donc, il dit, comment je vais faire, tout ça. Mais ça y est, c'est un client. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et donc, on a fait une SAS dans laquelle il a tous les pouvoirs. On va apporter la participation de l'autre à une holding sur laquelle il ne peut plus dépenser. Enfin, bon, j'ai trouvé pour organiser la gouvernance, quoi. Mais il ne peut plus faire péter la carte bleue. Et il ne peut plus vendre ses titres, sa participation. Mais on va respecter l'égalité en dividende. Donc la solution, très rapidement, hein, technique, c'est que j'ai ma société opérationnelle, je crée une holding pour l'enfant repreneur, et puis je crée une holding pour l'autre, un patrimoine par enfant. Vous voyez, je dissocie, parce que si je les enferme dans une même structure, ça ne va pas aller. Quand il y aura le décès du père, ils vont taper sur la figure. Avec 2 personnalités aussi différentes,
C'est sûr. Donc chacun est chez soi et lui, sa holding va pouvoir lui racheter ensuite sa participation. Il veut de l'argent, il en aura. Mais il n'a plus de participation directe dans l'entreprise. Il n'est que dans la holding où j'ai le chef d'entreprise ici qui dirige. Vous voyez, à chaque situation, j'ai une réponse. Et ça, c'est parce que j'ai bien creusé, notamment sur l'arbre généalogique. Après, pour moi, les solutions, elles découlent de la situation de mon client. Et de ses objectifs, évidemment. Hein. Et j'ai rien qui est pareil. Alors c'est pour ça que je continue toujours, quelquefois, à prendre une semaine pour rédiger mes propositions. Une semaine, vous êtes dans la banque, une semaine, alors si c'est l'ingénierie patrimoniale, très bien, c'est pas vous, mais quelquefois c'est une semaine de rédaction des propositions, mais que du sur-mesure, et je parle jamais des logiciels. Parce que c'est à chaque fois du transversal, à tous les coups, quoi. Statut matrimonial, donc ça, vous verrez l'importance du régime matrimonial, c'est fondamental. Et moi je dis, mais ne m'écoutez pas, mais parce que j'ai une vision différente de celle des autres. Je suis INTJ, hein, un concepteur. Donc moi, les dogmes, je ne sais pas ce que c'est. Comment enfermer le client dans des cases, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. Mais je dis que il faut être fou pour se marier. Je suis marié, hein, mais je dis qu'il faut être fou pour se marier si l'objectif est de transmettre. Parce que si vous vous mariez, vous voulez quelque part protéger le conjoint, donc vous voulez lui transmettre un patrimoine à votre décès, mais ce que vous transmettez à votre conjoint, c'est ce que vous ne transmettez pas à vos enfants. Donc, j'ai des ersatz au contrat de mariage, par exemple la société civile, je vais pouvoir tout transmettre à mes enfants, mais mon conjoint, il aura des préférences dans la société, de telle sorte que quand je serai décédé, ce sera mon conjoint qui aura tous les pouvoirs, ou si c'est de l'argent commun, c'est les deux parents qui ont une cogérance et qui ont tous les pouvoirs, y compris lorsque un décède, c'est le survivant qui a tous les pouvoirs pour gérer le patrimoine, pour obtenir l'essentiel des revenus. Donc ça ne sert à rien de faire un contrat de mariage. Je dis que le contrat de mariage, c'est uniquement psychologique. J'ai un client là qui passe là aussi, d'un régime de communauté à un régime de séparation. Pourquoi? Parce qu'il dit, ben non, je vais créer des entreprises. Je dis, alors, c'est des dogmes. Quand vous dites que le chef d'entreprise, c'est le régime de la séparation de biens, c'est nul. C'est complètement nul. On vous le dira peut-être d'ailleurs, mais n'y croyez rien. Pourquoi? Parce que s'il est en BIC, BNC, si je suis dans une société à responsabilité limitée, ma responsabilité est limitée aux apports. Donc pourquoi faire une séparation de biens? C'est des dogmes. Méfiez-vous des dogmes. Voilà. Donc vous allez prendre la formation telle qu'elle. Pour l'examen, vous allez répondre, mais après, il faudra s'affranchir de ces dogmes. Voilà. Composition de la famille, voilà. Et je pose la question, allez, racontez-moi comment ça se passe. Mon rôle, chez moi, c'est protéger contre les hyènes. Voilà. Où sont les hyènes? Est-ce qu'il y en a? Il y en aura toujours. L'argent est destructeur. Tant que le patriarche ou la matriarche est là, tout se passe bien. Dès que ça décède, waouh! Voilà. J'en sais quelque chose. Hein. Bon. Et souvent, le client, il le sait parce qu'il a vécu lui-même des successions. Le garage, là, les 700 millions, les 700 salariés, là, la dame est en pleine succession et elle ne s'entend pas avec ses frères et sœurs. Donc, elle veut organiser de telle sorte qu'entre ses enfants, tout se passe bien. Hein. Donc, je vais organiser la gouvernance familiale. Voilà. J'ai plus de concurrents dans ces cas-là. Et voilà le patrimoine. Alors moi, comme je suis un concepteur, je raisonne dans le global. Ça me suffit, les grandes masses. Les grandes masses, et je m'arrête là. Et si j'ai besoin d'informations complémentaires, ben, je poserai la question par téléphone. Mais j'essaye pas d'être exhaustif au premier entretien, surtout pas. D'ailleurs, le client, quand vous le rappelez pour « Tiens, j'ai besoin de telle information », il est très content que vous l'appeliez. Parce qu'il se dit « Tiens, il est en train de travailler pour moi, il pense à moi ». C'est même un outil, un avantage commercial
que de ne pas avoir toutes les informations au premier entretien. Parce que lorsque vous allez rédiger votre proposition, je dis, tiens, il faut cette information-là. Vous listez, puis après vous l'appelez. Très content, tous très contents. Voilà. Assurance d'essai, moi je ne m'occupe pas de ça. Parce que le chef d'entreprise, l'assurance d'essai, alors, vous avez, je fais de la pub, sur le site, c'est pas de la pub, je m'en fiche, c'est que j'ai fait un dossier, vous entendrez toujours le mandat à effet posthume pour le chef d'entreprise. Le mandat post-mortem, le mandat à effet posthume pour le protéger. C'est la daube. Encore. Le mandat à effet posthume pour le chef d'entreprise dans le cas où il lui arrive un souci, comme ça, tata. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Parce que vous verrez que j'ai fait un dossier donc, sur ce sujet-là, parce que je dis c'est nul. Pourquoi? Parce que je fais tout casser hein, sur le mandat à effet posthume. Pourquoi? Parce que c'est pour quand le chef d'entreprise il casse sa pipe ou il devient incapable. Hein. Donc il donne un mandat à une personne pour le représenter. Mais le représentant, en aucun cas, il ne peut accomplir les actes de disposition. Les actes de disposition, c'est des actes importants qui entraînent une modification du patrimoine. Donc, je casse ma pipe, je nomme quelqu'un, mais il peut prendre aucune décision. Ça sert à quoi? Moi, je fais des SAS, je fais des holdings, ça c'est sûr. Ouais. Mais les mandats, tout ça, et il y a des personnes, mais vous savez, on est dans un monde où on devient... où il y a plein de spécialistes, quoi. Et donc, comme on veut parler, on veut se faire connaître, on veut se croire important, donc on écrit des articles. Quand je suis abonné à LexisNexis, il faut bien remplir le journal, non? Donc, il faut bien des articles. Donc, je vais écrire un article sur le mandat à effet posthume. Et si j'écris un article sur les mandats à effet posthume, je ne vais pas dire que c'est nul. Moi, oui. Parce que c'est vrai. Je vais expliquer au client qu'il va faire sauter le mandat pour une autre solution bien plus solide. Donc, la technique, hein, prenez du recul sur la technique. Je fous le bordel, excusez-moi l'expression, mais je le sais. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la réalité du terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service client, c'est pas la technique. Je la maîtrise, la technique, j'essaye de la maîtriser, la technique. Mais c'est pour l'oublier. Les donations effectuées, éventuellement, capacité, je ne le fais pas, capacité d'épargne ou besoin de revenus complémentaires. Voilà. La problématique de la retraite, je ne l'ai jamais rencontrée chez le chef d'entreprise. Jamais. Et on me dit, oh, oui, mais c'est parce qu'on ne lui a pas dit. Bah, tu parles, ouais. Parce que les régimes sociaux, moi, je fais les économies ailleurs. Souvenez-vous, mon entreprise, 6 millions, je fais économiser 2,5 millions. Ce n'est pas le choix du régime ou le choix d'un régime social particulier qui lui fera économiser 2,5 millions. Et pour avoir l'économie de 2,5 millions, il faut passer en SAS, il faut abandonner le régime TNS. Alors, régime TNS, oui, mais j'ai calculé que je faisais 300 € d'économie par mois avec le régime de TNS. Moi, ce n'est pas 300 € par mois que je vous fais économiser, c'est 2,5 millions. Que choisissez-vous? Il prend, hein. Donc les régimes sociaux, du coup, je suis nul, c'est mon domaine d'incompétence, je dis c'est mes régimes sociaux. Je ne fais pas. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Les placements financiers, l'assurance vie, les allocations d'actifs, donc je ne le fais pas parce que je ne vends pas de gestion. Voilà. Et voilà le patrimoine professionnel, je regarde comment est organisé le patrimoine, je regarde la composition du patrimoine et où est le cash. Où est le cash? Comment sortir du cash pour payer le bateau pour faire le tour du monde. C'est son projet. Il m'a dit que moi, si je m'arrêtais de travailler, j'aimerais bien faire le tour du monde sur un bateau qui m'appartient. Donc, comment acheter le bateau? Comment obtenir le cash? Et je sais comment sortir du cash sans impôt. Oups, j'ai pas... bon, dit comme ça, c'est de l'abus de droit. Hein. Alors, je prends rendez-vous, je passe sur obtenir un rendez-vous par téléphone. Il y en a qui font des prises de rendez-vous téléphoniques ou qui vont le faire.